Voilà, bonjour, donc on va dans la suite de notre apprentissage des méthodes numériques pour résoudre l'équation du mouvement, donc essayer de détailler un petit peu plus la question de stabilité et précision des méthodes numériques. Et donc pour faire ça, je vais vous généraliser en fait les quelques principes que nous avons vus sur les intégrateurs précisés dans le cadre du cours. Et donc notamment, je reviens très rapidement sur ce que nous avons vu. On a vu une première méthode qui était la méthode de la différence centrale. On a vu que l'option 1 était tout le temps instable. Et cette option 1, elle se base sur deux équations. Elle se base sur l'équation 12 et l'équation 13 ici. Donc, voilà l'équation 12 se trouve ici et l'équation 13 se trouve juste là-bas. Et donc en fait on voit qu'avec ces deux équations-là, on est capable d'écrire le schéma d'intégration. Je vais vous passer les détails, mais on est capable de l'écrire sous une forme Q en t plus delta t, Q dot en t plus delta t, comme ça, égale une matrice qu'on va appeler la matrice d'itération, fois la même information à l'instant t, plus un vecteur qui va dépendre du chargement extérieur. Et je peux peut-être le faire une fois juste pour le premier. Donc si je reprends l'équation tout en haut de l'écran pour le moment, je vois que Q en t plus delta t est égal à 1 fois Q de t, plus delta t fois Q dot de t, plus delta t carré sur 2m fois P de t, moins delta t carré fois C sur 2m, et moins K delta t carré sur m. Et ça c'est pour la première équation. Et la deuxième équation, je vais avoir quelque chose du style moins 2 sur delta t fois qt. Oui, évidemment, il faudrait réintroduire... Pardon. La deuxième équation est un peu plus compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on montrera l'exemple tout à l'heure. Il faudrait réintroduire ici l'expression complète de Q en t plus delta t en fonction de Qt et Qt dot, de manière à avoir une expression qui tient la route. Ok, mais toujours est-il qu'on est capable d'écrire cette équation-là. Je montrerai toutes ces équations dans une minute. Vouloir les dériver complètement, évidemment, n'a pas beaucoup de sens. On a la même chose dans le cadre de l'option numéro 2 que nous avons dérivée nous-mêmes. Donc si je veux écrire la même chose pour l'équation, pour l'option numéro 2, bien qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, il y a un petit décalage. Je vais simplement écrire ça ici. Q en t plus delta t et Q de t, c'est égal à une matrice d'itération fois Q de t et Q de t moins delta t. Vous voyez, c'est une méthode à double pas et elle n'inclut que les déplacements, donc c'est relativement facile. Je vais mettre dans ce vecteur itéré au cours du temps, je vais mettre uniquement les déplacements et je vais les mettre sur les deux pas. Plus, de nouveau, un second membre. On peut voir ce que ça donnerait. Donc on va dire que Q en t plus delta t, on va l'extraire à partir de l'équation numéro 15. Et donc ça va nous donner, si je dis que je posais une lettre, je veux dire que qui est égal à m sur delta t carré plus c sur 2 delta t. Ok, c'est plus facile, c'est le coefficient qui vient ici devant. Voilà, donc on va avoir P de t sur qui. Je me dis même mettre exposant moins 1, ce sera plus facile. Donc je vais avoir qui fois P indice t. Ensuite, on va avoir quelque chose fois Qt. Donc c'est qui fois 2m sur delta t carré moins k moins qui m sur delta t carré moins c sur 2 delta t.
Ok, donc ça c'est valable pour la première équation. Et alors la deuxième, ben, on n'en a pas vraiment besoin, nous on en a juste besoin pour pouvoir itérer. Donc je vais écrire une équation qui est un peu triviale. Et je vais simplement dire comme deuxième équation que Q de t est égal à Q de t. Donc c'est 1 fois Q de t plus 0 plus 0. Voilà. Et alors finalement, pour revenir sur le troisième schéma d'intégration qu'on a étudié ensemble, celui de la méthode de Newmark qui, je le rappelle, généralise l'accélération constante, l'accélération linéaire, et donc nous donne un format qui ressemble à celui-là. Alors on a donc déjà vu qu'on devait combiner ces trois équations-là pour avoir le formalisme de Newmark. Et on peut l'écrire sous une forme matricielle qui est la forme qui est reprise ici en dessous. Et je vous ai dit, on peut convertir le schéma en un schéma de type explicite, même s'il n'est pas vraiment explicite à la base, en inversant ce système d'équations une fois pour toutes. Ou bien, une autre option, c'est de l'écrire sous une autre forme, et l'autre forme qu'on peut utiliser pour écrire ce système-là, c'est celle qui est représentée ici sur la page suivante, où on voit qu'on a toutes les informations à l'instant t plus delta t, en fonction des mêmes informations, donc position, vitesse, accélération, début du pas de temps. Si on introduit la dernière équation, si on la divise par exemple par la masse, K sur M, ça va nous faire oméga carré, 2 oméga xi et 1. J'ai tout divisé par la masse, fois le même vecteur, égale 0, 0, 0. Et là, j'ai 1 sur M, P en T plus delta T. Ok, donc ça c'est au lieu de la dernière équation. Et si on introduit le oméga qui est là, c'est évidemment oméga du premier mode. Si on introduit bêta est égal à oméga fois delta t, on peut faire un changement de variable relativement intéressant. Et au lieu de regarder ou de garder comme vecteur inconnu déplacement, vitesse, accélération, on va garder déplacement et puis delta t fois la vitesse et puis delta t carré fois l'accélération. Ce qui est intéressant parce que là-bas, les unités sont toutes les mêmes. Voilà, et alors on sait bien que c'est toujours intéressant quand on a des unités qui sont les mêmes dans les vecteurs, parce que ça nous permet d'avoir les unités qui sont les mêmes dans la matrice qui vient devant, et en l'occurrence ici, il n'y a pas d'unité dans cette matrice. Sans unité. Et ça nous permet de faire des développements qui sont tout à fait généraux. Alors qu'ici, on aurait eu le sentiment d'avoir, si on doit faire une analyse de stabilité, quelque chose qui dépend du M, du C, du K, alors qu'en réalité, l'analyse sans unité nous dit que ça ne dépend que de bêta et de xi. Donc du rapport entre le pas de temps par rapport à la période de la structure. Ok, bon voilà, ceci nous met dans un format qui n'est plus ou moins confortable pour pouvoir étudier de manière analytique la stabilité des méthodes numériques. Et donc, pour faire ça, en fait, je voulais simplement vous convaincre que on a la possibilité d'écrire les équations du schéma numérique sous une forme qui est cette forme canonique, où on a une information à la fin du pas de temps égale à une matrice d'itération multipliée par les mêmes informations au début du pas de temps, plus un vecteur qui dépend des charges extérieures. Matrice d'itération. Voilà. Et donc, j'ai repris les équations ici très rapidement. Vous voyez l'équation que je n'ai pas poussée plus loin tout à l'heure, c'était la vitesse en fonction de Q, T plus delta T et T, qu'il fallait réexprimer en fonction de QT uniquement pour avoir notre deuxième équation. Okay. Bien, si on fait ça et qu'on le met sous un format adimensionnel, on voit qu'on a une matrice ici qui vient devant, qui est la matrice d'itération A, qui prend la forme 1 moins bêta carré sur 2, 1 moins xi bêta sur 2, moins bêta carré, et 1 moins 2 xi bêta. Ensuite, si on prend l'option 2 de la différence centrale, celle-là on l'a écrite ensemble, et vous voyez qu'on a une matrice d'itération. Elle est reliée à d'autres choses, hein. Celle-ci, vous voyez, elle est reliée aux positions comme je l'ai introduit, alors que celle-là, elle est liée à position et vitesse. Mais si on regarde la deuxième, elle est un petit peu plus compliquée. 2 moins bêta carré sur 1 plus xi 1 bêta, moins 1 moins xi 1 bêta sur 1 plus xi 1 bêta, 1, 0. Voilà.
Et si on va voir le schéma de Newmark, la matrice A, c'est celle que je viens tout juste de développer à l'instant. La matrice A, et je vais faire passer la matrice qui est à gauche, je vais l'envoyer à droite, hein, puisqu'il faut que ce soit ça égale la matrice A fois ceci. Donc la matrice A qui nous intéresse pour Newmark, elle sera donnée par ceci. La matrice d'itération, bêta carré, 2 bêta xi 1 et 1, l'inverse, multiplié par, voilà, tout ceci. Voilà. Ok, donc dans tous les cas, on a une matrice qui est... Attendez, je reviens un petit peu. Dans tous les cas, on a une matrice d'itération qu'on a la possibilité d'écrire pour le schéma d'intégration numérique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la stabilité du système sur base d'une réponse libre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une sollicitation d'amplitude finie pour envoyer le système dans un niveau de vibration qui est excessivement élevé. D'accord? Donc on suppose que R est égal à 0. Ça veut dire qu'il nous reste x en t plus delta t est égal à a fois x de t, plus le terme donc qui a disparu, puisque R égale 0. Si je répète la même opération maintenant pour x en t, on voit que lui-même c'est égal à a fois x en t moins delta t. Donc ça fait donc a carré fois x en t moins delta t, etc. etc. Et donc on a bien un truc qui ressemble à une récurrence comme d'habitude. Et la récurrence en fait va nous donner une solution qui est bornée, pour autant que a puissance n est bornée. D'accord? Donc la réponse elle est bornée quand n tend vers l'infini, si et seulement si a puissance n reste bornée. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer ou pour savoir ou déterminer si une matrice est bornée ou pas? Eh bien on va simplement passer par la décomposition spectrale de la matrice. Parce que la énième puissance d'une matrice, quand elle est complète, c'est pas spécialement évident à calculer. Par contre, si elle est diagonale, d'accord, donc en faisant une décomposition aux valeurs propres, la matrice lambda est une matrice qui est diagonale. On a beaucoup plus facile de calculer sa énième puissance. Okay? Pour quelle raison? Parce que si on est capable d'écrire A égale P fois lambda fois P exposant moins 1, avec P les vecteurs propres qui sont tous rangés dans une matrice, et lambda les valeurs propres qui sont tous rangés sur la diagonale d'une matrice, valeurs propres, eh bien, si je veux calculer A à la puissance n, par exemple, je peux commencer ici. Si je veux calculer A carré, ce sera A fois 1 égale à P lambda P moins 1 fois P lambda P moins 1. D'accord, j'ai écrit 2 fois 1 successivement. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? On a P moins 1 fois P, et ça c'est la matrice identité, donc elle disparaît dans mon calcul, donc ça va me donner P fois lambda, donc j'écris simplement lambda carré fois P moins 1. Ok, et on peut montrer comme ça que, en généralisant, que A à la puissance n est égal à P fois lambda exposant n fois P exposant moins 1. Donc en fait, pour calculer la énième puissance d'une matrice carrée, ça vous pouvez le retenir, c'est tout à fait général. La énième puissance d'une matrice carrée, on l'obtient à partir de sa décomposition spectrale et en prenant la énième puissance des valeurs propres de la matrice. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On voit simplement que si la plus grande des valeurs propres est supérieure à 1, puisque évidemment on sait maintenant que x étant un scalaire exposant n, tend vers l'infini si x est strictement plus grand que 1, tend vers 1 si x est égal à 1, et tend vers 0 si x est plus petit que 1, quand n tend vers l'infini. Ok, donc si la plus grande des valeurs propres est plus grande que 1, alors la matrice, elle tend vers l'infini, grosso modo, en amplitude. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a une amplification non désirée des perturbations. Le système est donc instable. Le schéma d'intégration est instable. Si la valeur la plus grande
d lambda est égal à 1, ça veut dire que les perturbations initiales qu'on aurait pu introduire dans le système, elles vont rester de manière indéfinie. Ça pourrait être le cas, par exemple, si on voulait étudier la réponse libre d'un système qui est soumis à un système non amorti, donc MQ plus KQ égale 0, avec une condition initiale, par exemple, qui est Q de 0 égale 1, comme ceci, et Q de 0 égale 0, on sait que la solution doit être un cosinus et qu'il dure de manière indéterminée. Bien, dans ce cas-là, normalement, on devrait avoir des perturbations, ou en tout cas, ce que j'appelle perturbation, c'est la condition initiale qui se traduit jusqu'à une durée indéterminée. Ok, donc jusque l'infini, si vous voulez. Ok, et dernier cas de figure, ben c'est celui dans lequel toutes les valeurs propres sont inférieures à 1. Mais ça veut dire que quand n tend vers l'infini, la puissance n tend vers 0. Et dans ce cas-là, on a de l'amortissement dans le système. Il a deux sources possibles, soit de l'amortissement artificiel, soit de l'amortissement qui est réellement structurel. Et qui résulte donc de la méthode numérique utilisée. Alors, si on fait ce genre de calcul pour les trois schémas d'intégration qu'on a vus ensemble, donc on vient de voir que la matrice A s'écrivait 1 moins bêta carré sur 2, 1 moins bêta carré 1. Ça, c'est dans le cas non amorti. Okay, je mets le cas non amorti qui égale 0 pour l'option 1 de la différence centrale. D'accord? Donc, c'est les équations qui sont ici, dans lesquelles j'ai introduit xi égale 0. C'est juste pour simplifier un peu les équations et vous montrer qu'analytiquement, on peut obtenir des résultats relativement simples. Et donc, si je veux calculer les valeurs propres de la matrice 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire 1 moins lambda i égale 0. Le déterminant doit s'annuler. Et donc, 1 moins bêta carré sur 2 moins lambda, 1 moins bêta carré, 1 moins lambda égale 0. Je vais l'écrire ici. Ça veut dire que lambda carré moins lambda et moins 1 moins bêta carré sur 2 fois lambda plus 1 moins bêta carré sur 2 et puis plus bêta carré, voilà, comme ceci doit être égal à 0. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est sortir le 2 ici, mettre un 4 là-bas. On doit résoudre pour lambda. Et donc, on va avoir lambda égale à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins ac. Voilà. Donc ça nous donne la racine. Et je suppose qu'en développant ceci, un petit peu plus loin, on obtient exactement la même équation que celle qui est représentée là-bas. On a deux racines, lambda 1 et lambda 2. Évidemment, elles peuvent être complexes, il n'y a rien qui nous dit qu'elles sont réelles. Et on peut développer davantage. Donc là, on a plus 1 moins, alors le double produit, ça fera bêta carré sur 2, plus bêta 4 sur 16. Donc le 1 et le 1 vont se simplifier. Et donc ici, je manque un petit peu de place, mais bêta carré sur 4, plus ou moins. Là, effectivement, je peux sortir, puisque les 1 se simplifient, je vais sortir, disons, allez, simplement un bêta. Il manque peut-être un facteur 2, c'est bizarre. Je vais sortir juste un bêta. Et alors, j'ai le sentiment que dans la racine carrée, il me reste bêta carré sur 16 moins... Ah oui, non, bêta carré sur 2, deux fois, donc ça fait bêta carré moins 1. Voilà.
effectivement. Donc c'est exactement le résultat que j'ai là au-dessus. Et donc, on peut commencer par voir ce qui se passe quand bêta est très petit. Ok, la solution bêta est très petit, évidemment, elle est toujours intéressante. Si bêta est très petit, je vais mettre par rapport à 1. En fait, on voit que bêta carré sur 16, donc bêta est proche de 0, disons. Hein, bêta carré sur 16 moins 1 est négatif. Donc, les racines sont complexes. Si on a des racines complexes, ça témoigne d'une solution qui devrait ressembler à des sinus et des cosinus, puisqu'on a une exponentielle de i, enfin une exponentielle complexe. Je passe peut-être les détails là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que si bêta est vraiment très petit, ce terme-là, si bêta à la limite tend vers 0, ce terme-là vaut 0, ce terme-là vaut 0, et on voit qu'il nous reste simplement 1. Et donc c'est la valeur à partir de laquelle on va démarrer. Donc si bêta est très petit, on part de 1. Et puis alors après, il suffit de tracer cette courbe-là et se rendre compte que lambda 1 égale lambda 2 en valeur absolue, sur toute une partie. Et puis alors on a lambda 1 et lambda 2 qui se séparent, ce qu'on appelle une bifurcation. Lambda 1 et lambda 2 se séparent lorsque bêta est égal à 4. En effet, quand bêta est égal à 4, on a en dessous de la racine carrée, on a bêta carré sur 16, moins 1, elle disparaît. D'accord? Et si bêta est plus grand que 4, les deux racines deviennent réelles. Si bêta est plus grand que 4, les deux racines deviennent réelles. Ok, bon, ceci c'est peut-être juste du détail. Le principal, c'est quoi? C'est d'observer que on voit que les deux valeurs propres de la matrice d'itération sont toujours plus grandes que 1. Et si elles sont toujours plus grandes que 1, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le schéma, il est instable dans tous les cas. Dans tous les cas, ça veut dire quelle que soit la valeur de bêta, et donc ça veut dire quelle que soit la valeur du pas de temps delta t qu'on utilise en regard de oméga 1, ou plutôt delta t en regard de l'inverse d'oméga 1, c'est-à-dire la période du système. Ok, donc on est dans le premier cas de figure. Alors, les traits pointillés que vous voyez là-bas, pas les miens, mais ceux qui sont dans le PDF, sont les traits pointillés qu'on obtiendrait en ajoutant l'amortissement. D'accord? Donc ces courbes-là, c'est avec xi1 différent de 0. Donc je viens ici de développer les solutions analytiques dans le cas xi1 égale 0. Donc on voit que si on ajoute de l'amortissement, le lambda diminue, donc la valeur propre diminue. Est-ce que c'est logique? En réalité oui, puisqu'il y a de l'amortissement physique qui rentre dans le système. Alors si on était attentif énormément, en fait on verrait que ici ça diminue légèrement avant de remonter. Ok, et donc ceci c'est simplement pour faire le lien avec ce qu'on a observé dans nos simulations numériques préalablement. On s'était rendu compte, vous vous souvenez de l'option 1 de la différence centrale, qu'il était possible de le stabiliser, mais à condition d'avoir un pas de temps très petit, donc c'est-à-dire qu'on se trouve dans le voisinage de l'origine ici, il était possible de le stabiliser. Et je vous ai dit à ce moment-là dans la vidéo que la raison pour laquelle ça fonctionnait, c'est parce qu'il y avait un petit peu d'amortissement structurel dans le système. Et effectivement, si dans le système non amorti, on part avec en fait une tangente horizontale dans la courbe noire qui est là-bas, à l'origine, en fait si on a un tout petit peu d'amortissement, on peut descendre légèrement et stabiliser le système ici. Ok, c'est vraiment du détail, c'est pas la partie la plus importante, puisque dans la plupart du temps, souvenez-vous qu'en génie civil, on n'a pas beaucoup d'amortissement, typiquement moins d'1%, et donc c'est excessivement compliqué de pouvoir stabiliser la réponse numérique d'une structure avec cette option-là d'intégrateur. Ok, donc il n'est pas bon, il est évidemment à mettre à la poubelle. Alors, on peut faire la même chose pour l'intégrateur numéro 2. Alors, dans le cas de l'intégrateur numéro 2, en tout cas de l'option 2, la matrice d'itération, dans le cas non amorti, de nouveau, elle se limite à ce qu'on voit là-bas. Je ne vais pas détailler le calcul des valeurs propres de nouveau. Vous êtes capable de calculer des valeurs propres si vous vouliez les recalculer.
toute façon, on ne vous demande pas d'être capable de les recalculer ici, on vous demande d'analyser le résultat. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit pour ces valeurs propres? On voit que lambda 1 égale lambda 2 sur toute une partie. Et alors, surtout, ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait, lambda 1 égale lambda 2. Donc les deux valeurs propres en valeur absolue sont exactement égales à 1. Elles se baladent sur le cercle complexe de nouveau, parce que si le bêta est petit, donc de nouveau si ceci est petit, on se trouve avec des nombres complexes en dessous de la racine, peu importe. Mais surtout, le principal, c'est que la norme soit égale à 1, et donc on se trouve dans le cas qui est le cas intermédiaire. Le max est égal à 1, mais seulement toutes les valeurs propres en fait, sont égales à 1, et donc les perturbations initiales restent de façon indéfinie. Perturbation reste de façon indéfinie. Évidemment, donc on est content avec ça. De façon indéfinie. Et par contre, si delta t, ça c'est si oméga 1 delta t, donc bêta, est inférieur ou égal à 2, et si par contre bêta est strictement supérieur à 2, alors il existe une des deux racines, lambda 1, qui est plus grand que 1, et donc là, ça devient instable. Alors, étant donné qu'on a une stabilité qui change, en fonction du delta t, stabilité, donc dans ce cas-là, évidemment, c'est stable, on est bien d'accord. Stabilité change en fonction de delta t, et donc on dit que l'algorithme, il est conditionnellement stable. Voilà. Et donc, il est stable uniquement si le bêta est plus petit que 2, c'est-à-dire si delta t est plus petit ou égal à t1 sur pi. Ça, c'est la condition de stabilité pour l'intégrateur de la différence centrale, option 2. Et vous vous souvenez, dans l'exemple qu'on étudiait dans la vidéo précédente, si t1 est égal à 1 seconde, pourquoi? Parce que la fréquence est égale à 1 Hz, alors le delta t est critique, ou limite, est égal à 1 seconde sur pi, et ça c'est 0,318. Voilà. Alors, bon, maintenant, on peut discuter, évidemment, 0,318 secondes, je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, mais est-ce que c'est vraiment critique? Ben, a priori, quand on étudie un système à 1 degré de liberté, non. Et pourquoi est-ce que c'est pas critique? Ben parce que, je vous ai dit, si vous voulez avoir au minimum une représentation précise, d'accord? Donc là, on est en train de discuter de précision. Pour avoir une précision, il faut que le delta t soit plus petit ou du même ordre de grandeur que, allez, 10 à 20 points par période. Je vais mettre 20 pour crier haut. D'accord? Donc, ça veut dire que le delta t doit être de l'ordre de grandeur de 0,05 fois la période de l'oscillateur qu'on est en train d'étudier. Et donc, on sait bien qu'on va pas aller avec des delta t pour la stabilité. On sait bien qu'on va pas aller avec des delta t qui sont aussi grands que 0,318 fois la période. Puisqu'on sait bien que, de toute manière, on a un critère qui est plus strict, qui est le critère de précision, et qui est tel que si on ne le respecte pas, bah, de toute façon, on a une réponse qui est un peu sous-échantillonnée et qui va ressembler à ceci. Je ne le dessine pas très bien, mais pour une représentation d'un sinus, par exemple, si on ne prend pas assez de points sur le sinus. Alors, donc ça c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord que, donc, du coup, la condition de stabilité n'est pas quelque chose d'intéressant, mais attention, c'est vrai uniquement pour un système à 1 degré de liberté. Donc, en conclusion ici, je vais écrire précision prévaut sur stabilité. Je vais mettre ici, OK, si système à 1 ddl. Et donc ceci n'est pas nécessairement vrai quand on travaille avec des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Bon, c'est un peu tôt pour vous en parler. Mais quand on a un système à plusieurs degrés de liberté, en fait, on a une collection de
de périodes propres, T1, T2, etc. jusqu'à Tn, avec n le nombre de degrés de liberté. Dans la plupart des cas qui nous intéressent dans les problèmes du génie civil, nous on s'intéresse aux problèmes vibratoires ou oscillatoires établis. Ce sont les premières fréquences propres qui nous intéressent. Donc les premières périodes propres qui nous intéressent. Souvent, les premières périodes propres nous intéressent. Et quand je veux dire les périodes, c'est parce qu'elles sont classées évidemment par ordre alphabétique, par ordre croissant. Et les dernières périodes propres, qui sont celles en fait, qui correspondent à des modes à très haute fréquence dans le modèle élément fini, par exemple, qu'on a utilisé pour représenter une structure, elles peuvent être relativement courtes. Mince, excusez-moi, ce sont les fréquences que j'ai classées par ordre croissant, pardon. F1, F2, F3, Fn. Et donc les périodes, par contre, T1 est plus grand que T2, plus grand que T3, plus grand que Tn. Et donc en fait, on va se retrouver avec des fréquences propres ici qui sont très courtes et qui ne nous intéressent pas. Et ces fréquences propres qui sont très courtes, en fait, puisqu'on ne s'y intéresse pas, c'est pas grave s'il y a des problèmes de précision. D'accord ? Donc on va se retrouver comme condition de dimensionnement du pas de temps delta t. On va se retrouver avec dimensionnement de delta t. On va se retrouver avec une condition qui va être une condition de précision pour les premiers modes. Et qui va nous dire que sur l'ensemble des premiers modes, il faut que delta t soit inférieur ou du même ordre de grandeur que 0,05 fois le minimum de tous les premiers modes, donc tous ceux qui nous intéressent, le minimum sur i des ti, avec i appartenant à 1, 2, 3, etc. jusqu'au nème mode qui va nous intéresser. Et ensuite, on va avoir une question de stabilité, parce que pour les modes les plus hauts, eux, on s'en fout évidemment de la précision. Stabilité pour les modes les plus hauts. Et pour ceux-là, on va se retrouver avec une condition qui est que delta t est strictement inférieur à 0,318 fois i, pour tout i, appartenant à n jusqu'à n. Okay, donc évidemment, puisqu'ils sont rangés par ordre croissant, le pire des cas étant donc i égale à n, puisque Tn est la plus courte des périodes. Et donc, sur un système à beaucoup de degrés de liberté, comme un modèle élément fini qu'on pourrait utiliser pour une structure, avec peut-être, je ne sais pas, 5000, 10 000 ou 100 000 degrés de liberté parfois, la 100 millième fréquence, ou la 100 millième période, elle peut être significativement plus courte, peut-être 1000 ou 10 000 fois plus courte que les périodes qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que c'est une vibration, par exemple, très locale, d'un contreventement à haute fréquence, qui est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Et donc, ce que je suis simplement en train de souligner ici, c'est qu'un intégrateur temporel qui est conditionnellement stable pourrait simplement nous forcer à devoir utiliser un pas de temps juste très très petit à cause d'une fréquence propre qui est très élevée dans un mode qui ne nous intéresse pas du tout. Et ça, c'est dommage. Voilà, mais donc c'est quelque chose auquel il faut bien sûr être attentif. Ok, donc ça c'était pour l'option 2 de la différence centrale. On peut regarder maintenant ce qu'on a pour l'option, pour les intégrateurs de Newmark. Alors pour les intégrateurs de Newmark, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une matrice A qui est un peu plus longue, la matrice d'itération un peu plus complexe, un peu plus compliquée. Bon, le but du jeu n'est pas de refaire tous les détails avec vous. Vous les retrouverez dans les notes de cours. Je pense que je dois avoir fait l'étude de stabilité complète dans les notes de cours. On la trouve sinon parfois dans certains bouquins de référence. L'autre possibilité, c'est de l'étudier simplement de manière numérique.
Ok, je le laissais comme exercice il y a quelques années pour les étudiants en disant calculer les valeurs propres de la matrice A et représenter l'amplitude des valeurs propres de la matrice A en fonction des paramètres du schéma d'intégration. Donc, par exemple, en fonction des paramètres du schéma d'intégration, donc c'est le fameux alpha et delta, et éventuellement donc aussi en fonction de oméga 1 delta t, donc c'est ce que je viens d'appeler bêta, et conclure en fonction du schéma qu'on observe ici. Donc si il existe une zone pour laquelle les valeurs propres sont toutes inférieures à 1, et puis que ça devient supérieur à 1, c'est conditionnellement stable. Si par contre il existe une zone où elles sont toutes plus petites, pardon, s'il n'existe pas de zone, mais si elles sont systématiquement plus petites que 1, on a quelque chose qui est stable tout le temps. Je vous donne quelques exemples ici. Vous voyez, par exemple, on a un exemple important, c'est quand on met alpha égale 1 quart et delta égale 1 demi, c'est la méthode de l'accélération constante. Et alors on en a un autre, c'est la méthode de l'accélération linéaire. On avait vu quand alpha est égal à 1 sixième et delta égale à 1 demi. Et vous voyez par exemple ici que la méthode d'intégration, elle est stable tout le temps. Pourquoi? Parce que les valeurs propres, elles sont toujours plus petites ou égales à 1. En réalité, il y en a deux parmi elles qui sont toujours égales à 1. Et la troisième qui est toujours égale à 0. En fait, dans les familles de Newmark, c'est pas compliqué, il y a toujours une valeur propre qui est nulle. C'est le trait rouge que vous voyez sur chacun de ces diagrammes. Donc en fait, on ne se tracasse pas trop de celle-là. Ça veut dire qu'en fait, il y a une des dimensions qui n'est pas propagée dans le temps et qui est automatiquement amortie. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que dans cette zone-là, en fait, on est stable. Ici, on est stable, mais c'est légèrement plus petit que 1, vous voyez. Et si c'est légèrement plus petit que 1, ça veut dire qu'on a introduit un petit peu d'amortissement. Et l'amortissement qu'on a introduit, il est numérique. Donc ça veut dire que ici, parce que je suis en train de tracer les courbes de stabilité dans le cas qui est mécaniquement non amorti, donc c'est-à-dire que dans la matrice d'itération, j'ai imposé que si 1 égale 0, donc techniquement, je devrais, si c'était correct, si je voulais retrouver la réponse correcte, je devrais avoir une valeur propre maximale égale à 1. Okay, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est ce qu'on appelle le rayon spectral, ρ. Donc je devrais avoir une valeur unitaire, exactement comme dans l'accélération constante, de manière à ce que, si j'essaie de calculer la réponse libre d'un système à 1 degré liberté soumis à un déplacement unitaire, comme je l'introduisais préalablement, on devrait avoir simplement un cosinus. Mais si ici, on voit que le rayon spectral de la matrice A, il est légèrement plus petit que 1, admettons 0,9, qui est la valeur qu'on voit à l'infini ici, c'est ce qu'on appelle parfois le ρ infini, il est plus petit que 1, donc ça veut dire qu'on aura de l'amortissement numérique. Et donc c'est-à-dire qu'avec cette méthode qui serait caractérisée par alpha égale 1 tiers et delta égale 0,6, eh bien qu'est-ce qu'on observerait? On observerait quelque chose qui, j'exagère, parce qu'il faudrait beaucoup plus de cycles pour y arriver, mais on observerait quelque chose qui ressemble à ça. Et ce que Newmark, lui, il a dit, en fait, oui, ok, 1 quart, 1 demi, l'accélération constante, c'est bien, mais moi, je peux faire mieux avec mon algorithme, et notamment, je peux essayer de le designer pour faire quelque chose qui me donne de l'amortissement numérique. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir un certain intérêt à avoir de l'amortissement numérique? C'est que dès qu'on commence à faire de la dynamique non linéaire, on peut avoir une interaction, ou bien une transmission, si vous voulez, de l'énergie de certaines bandes de fréquences à d'autres bandes de fréquences. Et si, par inadvertance, on peut avoir des vibrations à très haute fréquence qui apparaissent, par exemple dans des contreventements qui n'ont pas beaucoup de masse ou ce genre de choses, il n'est pas impossible que cette énergie, numériquement, vienne se remettre dans les modes à basse fréquence. Et donc l'intérêt qu'on pourrait avoir dans ces méthodes qui sont légèrement dissipatives, c'est de pouvoir dissiper de l'énergie, mais uniquement dans des modes qui sont des modes à haute fréquence. Pourquoi? Parce qu'il faut que le bêta soit petit, donc il faut que le oméga 1 delta t soit grand. D'accord? Donc c'est uniquement quand oméga 1 est grand pour un delta t fixé, donc c'est uniquement pour les modes à très haute fréquence, alors que dans les modes à basse fréquence, on ne touche à rien du tout.
Ok, donc de nouveau, c'est une manière, en fait, si vous voulez, pour s'affranchir d'une erreur de représentation ou d'une imprécision de représentation dans les modes à très haute fréquence. Alors, bien, si on continue, je vais peut-être utiliser le même code couleur que tout à l'heure. Donc là, on est stable. Là, on est stable aussi. Celui qu'on a là-bas, il est stable aussi. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des algorithmes qui sont aussi mauvais que la différence centrale option 1, parce qu'on a un ρ 1 qui est tout le temps plus grand que 1. Et donc lui, il est inconditionnellement instable, c'est-à-dire qu'il est instable tout le temps. Instable. Inconditionnellement. On a la même chose pour cet intégrateur qui est là-bas. Ok, donc vous voyez qu'en fonction des valeurs de alpha et delta, on peut arriver des fois à des catastrophes. Celui-là aussi, il est instable, et même il y a une bifurcation, et à un moment donné, en fait, il devient encore plus instable. Donc il est légèrement instable jusque bêta égale environ 5,2, et puis si bêta dépasse cette valeur-là, on a un truc qui est complètement instable et qui ressemble à la différence centrale option 1. Ok, l'accélération linéaire, elle est conditionnellement stable. Ok, donc je vais changer de couleur. Elle est conditionnellement stable. On retrouve quelque chose qui ressemble à la méthode 2 de la différence centrale. L'option 2, la différence, c'est que la valeur de bêta ici est un petit peu plus grande. On dépasse les 3, alors que dans la différence centrale, on n'allait que jusque 2. Mais toujours est-il que cette zone-là, évidemment, elle est excessivement dangereuse. Et alors là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ensuite des schémas d'intégration qui sont de nouveau conditionnellement stables. Vous voyez, puisqu'on a une valeur ici, au-delà de laquelle, une valeur ici, au-delà de laquelle, on a un algorithme qui devient instable. On a la même chose là-bas. Ok, donc on a de nouveau quelque chose qui est conditionnellement stable. Et alors, donc si on reproduit tout ça sur un diagramme de stabilité globale du schéma, donc en fonction de alpha et de delta, on va retrouver une zone qui est une zone stable. Vous voyez, c'est la zone en vert qui est là-bas. En fait, vous remarquerez que les diagrammes que j'ai représentés là-bas, dans cette zone-là, on a alpha égale 1 sixième, et puis on a alpha égale 1 quart pour toute cette colonne, et puis 1 tiers pour toute cette colonne. Et donc, en fait, alpha augmente, et quand on va dans l'autre direction, c'est delta qui augmente, comme ceci. Delta qui augmente. Et donc en fait, j'ai fait simplement que de regarder des coupes dans un schéma comme celui-là. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une zone qui est stable ici. Et en particulier, dans cette zone qui est stable, là, on a une méthode qui nous intéresse et qui est l'accélération constante. Et alors, donc vous voyez que sur la ligne horizontale, en fait, le rayon spectral, il est égal à 1. D'accord? Donc sur toute cette zone-là, le rayon spectral de A, donc la plus grande des valeurs propres, est égal à 1. Donc on n'a pas d'amortissement numérique. Et par contre, dans tout le reste du domaine en vert, on a ici plus de l'amortissement numérique. Voilà. Alors, on a des zones qui sont conditionnellement stables, qui sont ces zones-là. Voilà. Donc, zone dans laquelle il faut évidemment aller avec parcimonie et uniquement si on étudie des systèmes à quelques degrés de liberté uniquement. On voit que la méthode de l'accélération linéaire, elle est là. Et ensuite, on a toute une zone dans laquelle il ne faut absolument pas se trouver, qui est la zone qui est inconditionnellement instable, et qui est toute la zone qui se trouve ici en dessous.
D'accord? Et donc les 9 points qui ont été étudiés dans la dia, les 9 points qui ont été étudiés dans la dia suivante en particulier, sont les 9 points, voilà, qui sont ces 9 points-là. Et qui correspondent aux 9 graphiques de la dia 90. Ok, donc ceci clôture un petit peu ce que je voulais vous raconter au niveau de la stabilité des intégrateurs temporels. Vous voyez que c'est pas toujours intuitif. Pourquoi on se dirait bien que l'accélération linéaire, a priori, est plus précise que l'accélération constante, puisqu'en faisant l'hypothèse que c'est linéaire, c'est plus précis. Ok, c'est ce qu'on pourrait croire a priori, mais quand on développe un schéma d'intégration numérique, les règles, elles changent parfois un petit peu. C'est pas parce qu'on essaye de trouver la forme linéaire qui fonctionne mieux, même parce que je vous rappelle que dans Newmark, l'accélération à la fin du pas de temps reste inconnue. C'est pas parce qu'on essaye de trouver la forme linéaire qui est la plus intéressante qu'on fait nécessairement du meilleur boulot. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu ici, en essayant de laisser trop de liberté au système, c'est-à-dire en lui laissant la possibilité d'aller chercher une pente, ou bien une forme linéaire sur l'évolution du pas de temps, donc c'est-à-dire qu'on a une forme cubique pour les déplacements, et bien en réalité, on se rend compte qu'on a un schéma d'intégration qui devient instable. Ok, donc ça, parfois, on pourrait croire que c'est un peu paradoxal. Voilà. Bon, alors c'est pas tout. Pour choisir un schéma d'intégration numérique, donc en fait, ceci nous amène à la conclusion que si vous voulez utiliser la méthode de Newmark, et c'était la conclusion complète de mon exposé, si vous voulez utiliser une des méthodes de Newmark, utilisez, quand vous faites de la dynamique linéaire, utilisez la méthode de l'accélération constante. Pourquoi ? Parce que vu que c'est de la dynamique linéaire, on n'a pas ce problème d'échange d'énergie entre des modes de fréquences différents, donc on n'a pas vraiment besoin d'amortissement numérique. Et donc, en fait, l'accélération constante en fait, fait vraiment le boulot qui est nécessaire. Alors, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Il y a encore une autre chose qui peut être intéressante quand on veut étudier les limitations des intégrateurs temporels. C'est ce qu'on va appeler donc la précision. Et ça, c'est lié au nombre de points par période dont je parlais tout à l'heure. Il faut que le nombre de points par période, le delta t, soit choisi de manière à avoir quelque chose qui est de l'ordre de 0,05 fois la période au maximum. Donc on va regarder la plus petite des périodes qui nous intéressent. Si on a un système à plusieurs degrés de liberté, c'était le t petit n de tout à l'heure, on divise ce nombre-là par 20 et ça va nous donner le pas de temps. Okay, c'est comme ça qu'on fait pour le choisir. Et en fait, si on le choisit et qu'il est trop grand, eh bien en fait, tous les intégrateurs temporels, ils vont nous donner ce qu'on appelle une dégradation de la période. C'est plutôt même une élongation de la période, ou une dégradation de la qualité du signal, de la qualité de la réponse. Et pour étudier ce type de problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut regarder la solution du même problème que celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est masse accélération plus raideur fois position. Il n'y a pas de dissipation, donc j'ai mis C égale à 0, donc il n'y a pas de dissipation, et on s'attend à avoir une solution qui est cosinusoïdale si la condition initiale vaut 1 en position et 0 en vitesse. Et donc la solution exacte, c'est une solution de type cosinus 2pi fois t sur t1. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on observe ce qu'un intégrateur temporel pourrait nous donner, si la solution exacte est ceci, en fait, la solution numérique, elle pourrait ressembler à ceci. Alors, j'exagère de nouveau pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit comme différence ? On voit qu'en fait, la période t que l'intégrateur temporel calcule, en réalité, elle est virtuellement un peu plus grande que la période t exacte du système, donc le t1. Donc t est plus grand que t1. Je vais mettre légèrement. Et ce qu'on peut faire, c'est calculer t moins t1 sur t1 pour avoir ce qu'on appelle l'élongation de période.
Et ce problème donc, d'élongation de période, vous voyez qu'il est d'autant plus important. On peut monter jusqu'à une augmentation de période de 20%, c'est énorme, si on ne fait pas attention et qu'on choisit un pas de temps delta t qui est trop important. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces courbes-là, chacune d'elles correspond à un intégrateur temporel différent. Elles tendent vers 0 si delta t tend vers 0. Donc ça, en quelque sorte, c'est rassurant. Et moi, quand je vous conseille de prendre 0,05 fois delta t, ça veut dire qu'on va se trouver ici à peu près à cet endroit-là. Voilà. Et alors, si vous utilisez la méthode de Newmark, différence centrale, vous voyez que l'élongation de période, on est sur la courbe qui est la courbe la plus basse, l'élongation de période, elle est à peu près égale à 1%. D'accord? Donc quand on utilise la méthode de l'accélération constante, c'est la conclusion à retenir, accélération constante, t, je vais mettre t calculé numériquement, hein, moins le t théorique, divisé par t, est environ égal à 1% si delta t sur t égale à 5%. Ok, ça c'est un bon ordre de grandeur. Donc ça veut dire que vous voyez l'erreur que vous pouvez commettre si vous prenez moins de points par période. Si vous prenez par exemple seulement 10 points par période, donc delta t sur t égale à 0,1, vous voyez que vous commettez une erreur de 3% sur la valeur de la période. C'est pas catastrophique de se tromper sur la période propre d'une structure en termes de résultat complet ou de résultat final. Il faut juste bien en être conscient qu'il y a une modification de la période. Donc si vous voulez par exemple étudier un nombre de cycles ou bien une fatigue ou bien voilà, ce genre de choses, vous allez vous tromper sur le nombre de cycles en utilisant une méthode numérique puisque la période elle est allongée. Ok, je ne vais pas en rentrer plus dans les détails. Ce type d'analyse, il se fait essentiellement par comparaison de solutions analytiques connues, comme celle qu'on a pour ce problème-ci. Voilà, qui est celle-là, le cosinus. Ici. Par comparaison de solutions analytiques connues avec les solutions numériques qui sont obtenues en utilisant les différents intégrateurs. Ici, je n'ai présenté sur ce diagramme-là que l'intégrateur de Newmark, accélération constante, qui est celui que vous connaissez bien. On n'a pas développé ensemble, mais dans la fin des années 60, début 70 et encore 80, il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées à développer elles-mêmes leurs intégrateurs. Donc Wilson, Hubo, etc. ont des intégrateurs qui ont été développés et qui, en termes de précision, par exemple ici, ont un petit peu moins de précision relativement par rapport à l'élongation de période que la méthode de Newmark. Donc voilà. Alors oui, ce kiff de développer des intégrateurs numériques se pousse encore jusqu'à aujourd'hui, où encore aujourd'hui, certaines personnes continuent d'inventer des méthodes pour pouvoir intégrer les équations du mouvement. Ok, donc ce que je vous donne là-bas, c'est la base, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les logiciels commerciaux, mais il faut savoir qu'en termes de recherche, il existe encore des personnes aujourd'hui qui s'amusent à développer des intégrateurs qui fonctionneront, si possible, mieux que ceux qu'on utilise encore jusqu'à ce stade. Voilà, alors j'ai quelques petits exercices à vous proposer pour clôturer. Je posterai peut-être la solution de l'un ou l'autre dans une vidéo séparée. En attendant, si vous avez l'occasion ou si la thématique vous intéresse, je vous invite encore à développer deux, trois exemples supplémentaires. C'est pas excessivement important. Je pense que c'est important que vous puissiez jouer avec les intégrateurs temporels parce qu'ils vont nous servir d'outils dans la suite du cours. Donc la stabilité et la précision des intégrateurs n'est pas excessivement important à ce stade-ci. Ce sera un peu plus pour plus tard, je pense, si par exemple vous avez à développer un travail de fin d'études dans la dynamique des structures, par exemple. Voilà. Là c'est important d'avoir bien maîtrisé toutes les limites, mais si vous devez investir de l'énergie dans le cadre de ce cours-ci, je préfère que vous fassiez plutôt les exercices des chapitres suivants plutôt que ceux-ci qui me paraissent moins importants. Ok, donc ce que je vous propose comme exercice ici, donc c'est de vérifier, mais ça on l'a déjà fait ensemble je crois, donc avec l'aide de simulations numériques bien choisies,
vérifier la stabilité et la précision de la... Pardon, ici la précision, nous on a fait la stabilité, mais vérifier ici la précision de l'algorithme de la différence centrale. Okay, et en particulier, l'élongation de période. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un bon exercice. Donc vous allez voir que si le delta t sur t est un petit peu trop grand, la méthode de la différence centrale, elle va se positionner comme une courbe dans ce diagramme-là. Okay, donc en fait, je pourrais compléter en disant « compare with Newmark's method » par exemple. Ok, alors ce que je propose aussi, c'est d'étudier la stabilité et la précision des algorithmes de Newmark et de redévelopper quelque chose qui ressemble à la figure qui se trouve ici. Voilà, donc pour différentes valeurs de alpha et delta, tracer l'évolution du rayon spectral en fonction du pas de temps et de nouveau donc rétablir le lien entre le rayon spectral de la matrice d'itération et les observations que vous pourriez avoir en simulant simplement la dynamique du système. Voilà, on pourrait faire la même chose pour d'autres schémas d'intégration qu'on appelle HHT, Hubo, Wilson, BAT, etc. Et vérifier les qualités de la stabilité de ces algorithmes. Si vous êtes vraiment intéressé, il y a un algorithme qui a été développé aussi par De Noël et d'autres, qu'on appelle DE3, qui a été développé dans le cadre d'une thèse de doctorat avec un de mes doctorants il y a plusieurs années. DE3, sous le nom des trois auteurs du schéma d'intégration. Si vraiment ça vous intéresse, ce schéma-là est un peu plus compliqué. Évidemment, plus on va loin dans le temps, plus on se rapproche d'aujourd'hui, et plus on va trouver des intégrateurs temporels qui tentent à corriger des petites imperfections comme l'élongation de période ou des manques de stabilité, ou le design relativement simple de la contrôlabilité du rayon spectral à l'infini, voilà, ce genre de choses. Et donc plus on se rapproche de schémas d'intégration compliqués, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder à quoi peut ressembler un schéma d'intégration aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc vous trouverez très facilement en tapant ces mots-clés, ou en tout cas schéma d'intégration Hubo ou HHT Wilson BAT ou DE3, vous devriez trouver des informations sur la forme du schéma. Puis une fois que vous avez la forme du schéma, vous pouvez vous amuser à étudier leur stabilité. Ok, mais encore, ceci, ça rentre dans le détail, et si vous avez plus d'énergie à mettre quelque part, je vous recommande plutôt de la mettre dans la suite du cours. Voilà. Alors là, il y a encore un autre petit exercice qui peut être sympa. Celui-là, il est bien parce qu'il va ressembler à ce qu'on va faire plus tard dans le cours. D'accord, donc celui-là, je le recommande. C'est celui d'un objet qui tombe sur la mitravée d'une poutre de 4 mètres. Je vais vous le laisser en guise d'exercice. Donc on a une poutre qui fait 4 mètres. Il y a un objet qui tombe à la mi-longueur d'une poutre simplement supportée. Ça génère une force F de t au cours du temps qui est connue. C'est un objet qui tombe, donc on devrait s'attendre à avoir une force au cours du temps qui fait ceci. Et effectivement, vous voyez que si le pas de temps est court, ça monte comme une racine carrée. Donc ça devrait plutôt monter alors, voilà, comme ceci. Et puis si le temps devient long, ça décroît comme le 1 sur racine carrée. Voilà, donc ça ressemble plutôt à ça, avec une tangente verticale à l'origine. Et F0, un paramètre qui va contrôler le niveau auquel on arrive. Ok, vous faites simplement un plot. Là, j'ai fait juste très rapidement l'analyse de cette fonction-là dans ma tête pour voir à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez simplement faire un plot dans MATLAB si ce n'est pas aussi immédiat. F0, donc c'est un paramètre qui contrôle l'amplitude maximum de la force. T0, ça va être un paramètre qui contrôle la position du maximum. Je ne dis pas que ce sont exactement ces valeurs-là, mais en tout cas, elles s'en rapprochent. Ça doit nous donner des ordres de grandeur. Et alors, la question, c'est « Determine the maximum bending moment and stress in the beam made of pine timber ». Donc, on prend un madrier de section 6,5-18. On en prend juste un. Ok, donc ça, ce sont des centimètres, évidemment. Il est fait de pine timber. Donc vous allez trouver facilement son module de Young. Ceci va vous permettre de calculer facilement son inertie.
Vous avez le EI. Alors comment est-ce qu'on fait? On va faire l'hypothèse que ça répond dans un système à 1 degré liberté, parce qu'on n'a pas encore vu ensemble comment modéliser des structures à plusieurs degrés liberté. Hypothèse 1 DDL. Et donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de supposer que ça répond dans une forme qui est sinusoïdale. D'accord? Donc on va, si je reviens sur les notations et les équations qu'on avait utilisées dans un des premiers cours, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc faites l'hypothèse que phi de x est égal à sinus de pi x sur L, L étant égal à 4 mètres, c'est la portée. Vous allez vous retrouver avec une équation, j'utilisais de m étoile, qui ressemble à ceci, est égal à p étoile. P étoile, je vous laisse développer, mais allez non, je ne développe pas, je le développe pour vous. On a multiplié phi fois la force par unité de longueur qui est appliquée, et la force par unité de longueur qui est appliquée, en fait c'est un Dirac. Donc c'est delta x moins L demi, c'est-à-dire que la force F de t, elle est appliquée à l'abscisse L demi. Et donc le P étoile dont on est en train de parler, vous savez, quand on intègre un Dirac, il nous reste la fonction au niveau du Dirac. Et donc il va nous rester simplement phi de L demi. Ben, si phi est égal à sinus de pi x sur L, il va nous rester seulement f de t. Ok, ça c'est facile. Le m étoile et le k étoile, ben, retournez dans vos notes. Vous avez, je suppose, fait l'exercice vous-même. Et vous avez dû vous rendre compte que, par exemple, le m étoile est égal à mu L demi, avec mu en kilogrammes par mètre, la masse par unité de longueur de la structure. Mais si vous savez que c'est du Pine Tree, vous connaissez son module de Young et sa masse par unité de longueur. Le K, ben, ça va donner une raie d'or. Vous avez l'expression de nouveau de la même manière. Et donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est utiliser Newmark pour définir le P étoile. Ok, on a un stade où on ne résout plus des équations différentielles, même à coefficient constant, quand l'expression à droite est quelque chose d'aussi compliqué que la force F de t qui est donnée là-bas. D'accord? Donc vous pouvez définir P étoile, c'est-à-dire F, et puis ensuite utiliser Newmark pour calculer Q. Ensuite, donc ça veut dire revenir, une fois que vous avez Q, donc l'amplitude du déplacement grosso modo à mi-travers, revenir à V de X et T, mais qui est égal par définition, c'est ce qu'on a utilisé. Voilà, ceci. Calculer le moment de flexion à mi-travers. EI fois la dérivée seconde. C'est une dérivée seconde par rapport à X. Hein. Je vais écrire une dérivée partielle, comme ça on est clair. Donc ça va nous donner EI fois la dérivée seconde fois Q de T. Et donc en mi-travers, donc en X égale L demi, la dérivée d'un sinus, ça va nous donner un sinus de nouveau, pi sur L au carré. Le sinus à mi-travers vaut 1, et donc Q de T. Ok, donc c'est relativement simple, ça va vous amener directement vers le moment. Éventuellement, vous pouvez aussi calculer des contraintes dans le bois, et vous assurer que le bois est capable, le madrier est capable de supporter un choc qui est donné par cette sollicitation-là. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse une petite demi-heure pour faire cet exercice. Et peut-être qu'on pourrait simplement corriger l'exercice ensemble en classe. Voilà. Ça permettrait de clôturer les choses. En live, ce serait assez sympa. Je ferai une petite démo comme ça en direct avec l'algorithme de Newmark sur mon ordinateur. Ok, donc ceci clôture ce que je voulais vous dire pour les systèmes à 1 degré liberté. Je pousse encore un tout petit peu plus loin maintenant, simplement pour vous expliquer en quelques minutes comment ça fonctionne quand on a un système à plusieurs degrés de liberté. Et quand on a un système à plusieurs degrés de liberté, on a une autre notation. Je récupère finalement une dia que j'ai déjà montrée préalablement.
au lieu d'avoir un système qui est un système scalaire, comme celui-là, on a un système qui est vectoriel. Et en fait, si on observe simplement que la solution du système y dot est égale à AY, c'est y est égal à c exponentielle de AT, ok, ça on le sait de nos cours d'analyse. Mais en fait, par extension, ça vous le connaissez peut-être aussi de vos cours d'analyse, mais je n'en suis pas tout à fait certain. On a exactement la même chose. Donc en fait, on a que la solution d'un système vectoriel, elle s'obtient à partir de la même solution. La seule différence, c'est que la matrice des conditions initiales, si vous voulez, où les conditions initiales sont gérées dans une matrice qui est C0 et non plus un scalaire. Et l'exponentielle qui apparaît là-bas, ben, c'est plus uniquement avec le scalaire A, mais c'est avec la matrice d'itération A. Et donc on doit définir la notion d'exponentielle d'une matrice. Ça, je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez dû faire dans vos cours d'analyse ou dans vos cours de maths de bachelier. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a réussi à développer un intégrateur temporel dans le cas scalaire, en fait son extension au cas à plusieurs degrés de liberté est immédiate avec des matrices. Exemple, si je prends le cas de Newmark, vous vous souvenez que dans le cas de Newmark, pour le système à 1 degré de liberté, on devait calculer le déplacement à la fin du pas de temps par une relation qui est celle-là, avec ici, je crois que je vous ai noté un K équivalent, et là on avait un P équivalent. Et bien en fait, chaque fois qu'on voit un scalaire, on le remplace par une matrice, vous voyez, donc K scalaire, je le remplace par une matrice, je le remplace par une matrice, etc. etc. P, c'est un scalaire qui devient un vecteur des charges extérieures. Q devient X, le vecteur avec les déplacements inconnus à la fin du pas de temps. J'obtiens exactement le même intégrateur ou le bon intégrateur pour résoudre le système à plusieurs degrés de liberté. Ok, et donc voilà. J'en dis pas plus, et on ne fait pas d'exercice là-dessus. On aura l'occasion de faire des exercices pour des systèmes à plusieurs degrés de liberté un petit peu plus tard. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les routines qui sont mises à votre disposition, il y en a une qui s'appelle Newmark.m. Celle-là, elle fonctionne pour les systèmes à 1 degré de liberté. Et il y en a une autre qui va fonctionner pour une structure qui a été discrétisée, avec plusieurs degrés de liberté, et dans laquelle la matrice de Redor, la Redor est exprimée par une matrice, donc K, la matrice de Redor. On verra après comment on fait pour construire la matrice d'amortissement et la matrice de masse. Mais en tout cas, la matrice de Redor, au minimum, ça vous la connaissez déjà de vos cours d'analyse 1 et de vos cours de méthode numérique linéaire avec M. Duchesne, quand on utilise la méthode des éléments finis. D'accord? Donc, si on rentre avec des matrices, au lieu de rentrer avec des scalaires, on utilise alors la routine qui s'appelle Newmark MDDL. Ok, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux routines qui vous sont proposées. Mais tout ce que je viens de dire en termes de stabilité, évidemment, j'ai déjà introduit la notion du fait qu'il pouvait y avoir plusieurs périodes associées à un système à plusieurs degrés de liberté, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc la notion de fréquence indésirable, pour les hautes fréquences indésirables, par exemple dans un contreventement d'un bâtiment, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté juste avant. Ok, donc ça je n'en parle plus. Et ceci clôture donc notre analyse de stabilité, de précision des intégrateurs temporels. Voilà, allez, bon boulot à tous.